Bonjour et bienvenue à tous de ce premier podcast sur l'introduction aux médias et à l'information. Le média est défini comme étant le support, le lecteur de la communication. La façon dont on parle, on gesticule, on touche une personne ou encore le fait de ne pas parler, de ne pas regarder une personne veut dire beaucoup de choses. Ce sont des vecteurs de transmission de messages, d'interaction sociale et de la technologie. L'information, elle sera expliquée par un extrait du texte de Daniel Defoe de 1718, Robinson Crusoe. Je cite. Le bateau de Robinson fait naufrage sur une île où il va devoir rester pendant de longues années. Un jour, il voit une empreinte dans la glaise mouillée, mais il pensait qu'elle était inhabitée et qu'elle était seule. Cela le fait paniquer. Il s'agit bien d'un signe imprévu qui surprend. L'information n'est pas une chose, elle n'est pas tactile, mais c'est une grandeur, un rapport. On peut l'étudier d'une façon sémantique, c'est-à-dire l'art d'étudier les mots. L'information peut être étudiée en fonction de ses supports, passé, futur, risqué car inconnu. Elle peut être interrogeable, elle est alimentée par la propagande, il y a aussi la mathématique de l'information. L'esthétique de l'information, l'art de la communication, agit sur la sensibilité, sur l'expérience du temps, du monde, de l'espace. C'est une conceptualisation, une théorie. La science commence lorsqu'on se demande pourquoi la chose est comme ça et pas autrement. Mais les préjugés sociaux sont ancrés en nous. Les questions philosophiques fondamentales se demandent pourquoi c'est comme ça. Mais pourquoi y a-t-il quelqu'un qui se demande pourquoi c'est comme ça? Un mot est un signe, une information. Saint Augustin, évêque, père de l'Église, a commencé sa vie en tant que mauvais garçon, puis s'est repenti et est devenu théologien. Dans les Confessions de Saint Augustin, qui est une autobiographie, il raconte sa quête de Dieu. Il veut avouer ses péchés et ses fautes, mais aussi proclamer la gloire de Dieu. C'est un des premiers textes en jeu. Dans le texte, qu'est-ce que le temps? Dès qu'on s'interroge sur une chose qui semble être simple, elle cesse de l'être. Qu'est-ce que le présent? Qu'est-ce que la durée? Le temps est-il linéaire ou circulaire? Existe-t-il plusieurs temporalités? Et le temps dans les trous noirs? En ce qui concerne le rapport au temps, Heinz von Foerster disait « L'information est le plus vicieux des caméléons intellectuels ». Heinz était un très grand savant, physicien, philosophe et cybernéticien, c'est-à-dire un expert de la cybernétique, qui est une science qui étudie les mécanismes de la communication et de régulation dans les machines et chez les êtres vivants. Il était austro-américain et a travaillé pour mettre au point l'intelligence artificielle. L'information, elle change, elle varie, elle se confond dans son environnement. C'est donc pour cela qu'il faut la repérer. C'est un objet qui vient de l'esprit, un concept. Elle est vicieuse et ne se donne pas spontanément. Donner une information gratuitement est quelque chose de suspect. Contrairement à ça, la communication, elle, se fait gratuitement par tout le monde, par tous les êtres vivants. Cependant, il y a une différence entre les hommes et les animaux, car les hommes possèdent une conscience, ils enterrent leurs morts, font des rites. L'information vient du latin informare, qui veut dire façonner, donner une forme, et au sens figuré se représenter dans l'esprit, se faire une idée de. Au XIIe siècle, on parlait de informer. C'est qu'au XIVe siècle, une réflexion d'après le latin est faite et on dit informer. Informer a une évolution sémantique. Tout d'abord, ça voulait dire faire savoir quelque chose à quelqu'un. Au XIVe siècle, on disait infournir que. Ensuite, il y a une fixation et une spécialisation du mot dans la langue judiciaire à partir du XVIe siècle et on disait conduire une instruction en matière criminelle qui était synonyme d'instruire une enquête. Un juge qui instruit une affaire informe des solutions. Au XVIe siècle, le mot reprend le sens latin, donner une forme, et au niveau philosophique, donner une forme sensible en parlant de l'âme. Au XXe siècle, le sens du mot s'enrichit et on dit informer, information. Au XIIIe siècle, il y a le sens judiciaire. Au XVIe siècle, c'est l'information, mais également l'acte qu'on fait pour avoir l'information. Au XVIe siècle également, le pluriel, c'est l'ensemble des connaissances sur un sujet. Dans la deuxième partie du XIXe siècle, vers 1870, sous l'influence de la montée en puissance de la presse, c'est l'action de prendre des renseignements. Après 1870, nouvelles au sens journalistique, événements portés à la connaissance du public par la voie de la presse. Au XXe siècle, ensemble des nouvelles et les acteurs de l'information, les journalistes. En 1940, apparition de sens scientifique et mathématique, l'information des grandeurs dont l'unité est le bit. Vers 1970, les infos, c'est-à-dire les bulletins d'information, les journaux parlés.
L'informatique est forgée par Philippe Dreyfus en 1962 sur le modèle mathématique de la Société d'informatique appliquée. Il était pionnier de l'informatique en France et a été professeur d'informatique à Harvard. Première partie, brève histoire de l'information. Chapitre 1. Aux origines de l'information, à partir de l'origine de l'homme. La communication se déroule dans l'espace et est répandue dans tout le monde des vivants. C'est quelque chose de propre à la communication elle-même. La communication se déroule dans l'espace, dans la distance, mais aussi et surtout dans le temps. Notre espace laisse des traces à travers le temps. On est autant en communication avec Homer que Bill Gates par rapport au temps. On arrive à se rapprocher du présent et du futur grâce à des ouvrages, des peintures, etc. L'homme parle à travers le temps, il espère être entendu à travers le long voyage qu'est le temps. Par exemple, une sonde a été envoyée dans l'espace avec des textes, des écrits, des maths, dans l'espoir qu'une espèce les découvre et les décode pour persister dans le temps. Claude Lévi-Strauss était un très grand savant pour l'anthropologie et en était presque le père fondateur. En 1948, il écrit « La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara ». En 1949, les structures élémentaires de la parenté. En 1952, Race et histoire, qui traite des mythes. Il établit au cours de cette théorie 2 éléments. Une structure, c'est un ordre, une organisation qui n'est pas absurde, elle est fondée sur un système de rapports tels que les éléments constituent une relation, telle que chacun se désigne par l'autre. C'est la somme des interactions. À l'inverse d'une structure, le bordel, le bric-à-brac. Placée au centre de sa réflexion, la communication. Elle suppose une mise en rapport d'une chose avec une autre. Au sens latin, communicare, mettre en commun. Il relie la communication par des besoins vitaux à une civilisation humaine. Survivre voulait dire assurer la survie de l'espèce à travers le maintien de la structure elle-même. Le besoin de subsister, donc assurer l'alimentation nutritive du groupe. Le besoin de transmettre, donc langage et communication. La communication a à voir avec la maintenance du groupe. Savoir, c'est se mettre dans la société. Si on ne connaît pas un sujet, on ne peut pas se sentir exclu d'un groupe qui connaît le sujet. Savoir participe à l'interaction. Les supports sont variables, éphémères et de longue tenue. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Un mot dessiné dans le sable, il est éphémère. Une écriture sur la pierre, une fresque, volume de parchemin sur des parois, c'est un support susceptible de défier le temps. Les supports peuvent être extérieurs à l'homme, donc des dessins, des écritures, mais aussi le corps lui-même, donc interne à l'homme, qui est la communication. Le corps est un langage. Les Italiens parlent beaucoup avec leurs mains, par exemple. La position des corps dans l'espace peut dire beaucoup de choses. Les corps disent beaucoup. Par exemple, si on met plusieurs personnes dans une pièce, en les observant, on peut savoir qui entretient une relation avec qui. Par exemple, les tatouages aussi sont permanents et en disent beaucoup sur notre personne, et au sens plus large sur notre société, à quelle période on a fait un tatouage. La communication peut aussi passer par des déplacements physiques dans l'espace. En 490 avant Jésus-Christ, le soldat Philippide a couru le marathon à Athènes pour prévenir les dirigeants qu'Athènes avait gagné contre les Perses. À peine l'homme arrivé de sa course, il est mort. Il y a une création du marathon qu'on connaît de nos jours. L'information est liée à la transmission. Si je détiens une information, sans la transmettre, est-ce que c'est vraiment une information ? Quand l'information est transmise, il ne reste plus qu'une coquille vide. Comme le soldat Philippide, il livre une information, puis il meurt, il ne sert plus à rien. Chez les Incas, au Pérou, avant les conquêtes espagnoles, il y avait créé un empire sans écriture et sans chevaux. Sur 2400 km, il y avait une grande route toute droite qui était parcourue par des coureurs toute la journée qui devaient informer l'empire d'un bout à l'autre. C'est l'information qui était avancée de 10 km/h, seulement 10 jours pour faire parvenir l'information d'un bout à l'autre. Les signaux de fumée sont aussi un moyen de communication. Par exemple, toujours de nos jours, au Vatican, la fumée noire créée à base de papier brûlé sort du Vatican et sert à indiquer que le pape n'est pas encore élu. Et tout le monde sait ce que ça veut dire. Au contraire, la fumée blanche veut dire que le pape est choisi. L'écriture est une invention tardive. 3300, né en Mésopotamie, entre l'Euphrate et le Tigre. L'histoire commence qu'on a des traces écrites. Les tablettes d'argile ont gravé des pictogrammes qui ressemblaient à des objets. Chaque pictogramme désignait une chose. En 3200 avant Jésus-Christ, il y avait les hiéroglyphes, qui étaient une écriture sacrée.
En 2800 avant Jésus-Christ, l'écriture cunéiforme évolue en une forme plus rapide. Les logogrammes, donc un signe est égal à un mot, le phonogramme, un signe est égal à un son, ou un signe est égal à un mouvement. Déchiffré par Champollion au XIXe siècle, il a établi une syntaxe de tous ces pictogrammes. La pierre de Rosette, il y avait plusieurs langues dessus. En 2000 avant Jésus-Christ, l'écriture cunéiforme. En 1800 avant Jésus-Christ, en crête linéaire A, toujours pas déchiffré. En 1000 avant Jésus-Christ, l'alphabet phénicien, donc 22 lettres, juste des consonnes, se répand dans le bassin méditerranéen car les Phéniciens étaient de grands navigateurs. En 800 avant Jésus-Christ, l'alphabet grec reprend l'alphabet phénicien plus des voyelles. En 700 avant Jésus-Christ, l'alphabet étrusque, donc d'Étrurie, qui est une région de la Toscane, centre de l'Italie. Il a été à peine déchiffré, mais maintenant il est adapté de l'alphabet grec. En 200 avant Jésus-Christ, la pierre de Rosette est une copie d'un décret de Ptolémée V. Il a construit la grammaire égyptienne. En l'an 0, l'invention du papier en Chine. En 500 après Jésus-Christ, l'écriture arabe et une écriture du Coran en 600 qui codifie l'écriture arabe. Les origines du journalisme, qui est la communication périodique. Les plus anciens témoignages remontent à l'Antiquité romaine sous Jules César, qui était aussi un grand écrivain. Parmi ses protégés, des gens chargés de communication périodique. Acta publica, donc une informe politique. Acta diurna, qui est une information générale. Ceux qui recueillent les informations de jour, les diurnari ou les actuari, sont les journalistes. Directeur des publications Caius Sallust, il y avait 10 000 exemplaires recopiés par des scribes. La vie publique change et demande la retransmission publique liée au chaos politique. Rome est une société où la religion compte un peu moins comparée aux autres villes de l'époque. Elle est écrasée sous le marbre des traditions ancestrales, donc plus modernes. Le mouvement de la vie publique est quotidienne. Suétone publie une biographie des 12 premiers empereurs. En 476 après Jésus-Christ, il y a la chute de l'Empire romain. Au Moyen-Âge, il y a la mutation à caractère économique. Ces acteurs de la vie économique doivent être tenus au courant de la vie politique, de la vie quotidienne, des villes où ils doivent aller. Ils doivent se tenir informés de l'évolution du monde. Confère, Marx, l'information est le lubrifiant du capital. De nos jours, les journalistes sont les plus sérieux dans la presse économique. On ne peut pas mentir aux grands investisseurs, le souci de la vérité passe au-dessus de l'idéologie. Au XIVe siècle, la France met en place des relais de poste. Le mail vient du mot male qui est déformé par les Américains, une malle de courrier. En québécois, courriel, qui veut dire mail. En 1464 puis en 1477 sont fondées les institutions des relais de poste par Louis XI. En 1576, il y a la création des messages royaux par Henri III. L'origine du timbre, donc pendant longtemps, c'était les destinataires qui devaient payer l'envoi de la lettre. Il y a une création d'une vignette pour le prix du transport qui est collée sur le papier plié. C'est une initiative anglaise, le timbre en 1839. C'est le premier timbre mis en circulation de la reine Victoria et en Belgique à l'effigie de Cérès. Tout ce que j'ai aimé, je l'ai aimé à travers vous. L'information est aussi liée à un rythme de propagation. Le temps est aussi lié à l'accélération. Gutenberg est un Allemand qui a inventé l'imprimerie. Cela peut produire donc plusieurs exemplaires d'un même texte sans passer par le manuscrit, avec une copie des caractères excellente. Il invente aussi une langue très grasse. Cela va bouleverser l'Occident. La page imprimée, donc avoir deux choses identiques, ne s'était jamais vue. Il pouvait imprimer en deux couleurs, le rouge et le noir. Ça se répand en Occident, d'abord en Allemagne, puis en Suisse, beaucoup en Italie, Venise, Rome. Ça s'installe dans des lieux, des deux pouvoirs économiques et religieux, près des universités. En 1470, l'installation des premières presses d'imprimerie à la Sorbonne. En 1473, en Belgique, comté de Flandre, traité de Saint-Augustin, traité d'amour et théologie. L'imprimerie va permettre à la culture de se répandre, ceux qui lisent peuvent lire plus. C'est un vecteur de mutation religieuse, donc le schisme religieux, un marché énorme, de gros pactoles. Pour l'imprimerie, les caractères vont s'améliorer et se différencier au fil du temps. Les imprimeurs ont tenté de montrer qu'ils pouvaient faire mieux que les calligraphes reconnus en recréant des textes à l'identique. C'est une révolution culturelle et économique.
Le livre est un bien qui devient de plus en plus accessible. La traduction de la Bible en langue dite vulgaire, donc l'allemand, l'anglais, autre que le latin et le grec, c'est un gros changement. Luther, qui était un Allemand, professeur d'université, initiateur du protestantisme et réformateur de l'Église, dont les idées exercèrent une grande influence sur la réforme protestante, il changea le cours de la civilisation occidentale. Il l'a traduit en allemand, l'allemand devient la langue littéraire. Il y avait un lien entre le protestantisme et la littérature. Le schisme, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, beaucoup d'écrivains ont dû embrasser la foi, ce qui a amené à une grosse vente de Bibles et donc à beaucoup d'argent. En 1470, installation des premières presses d'imprimerie à Paris, près des universités Sorbonne, imprimerie directement liée à la révolution intellectuelle. En 1473, premier livre imprimé à l'os de Thierry Martens. Deuxième partie du XVIe siècle, Anvers est l'endroit important pour l'imprimerie. Christophe Plantin, qui est un relieur et imprimeur de renom, construit la plus grosse imprimerie au monde jusqu'au XIXe siècle. En France, mise en place de réseaux de communication relativement importants. Les imprimeurs impriment des livres, mais aussi des petites feuilles d'information. Elles vont se répandre par colportage. On voit apparaître au XVIe siècle le métier de colporteur. Donc c'est une personne qui est autorisée, brevetée par l'organisation publique, à aller faire du porte-à-porte afin de vendre des livres et des affiches. Ils devaient vendre ce qu'ils étaient capables de porter. Ils vendent aussi des feuilles volantes. Fin du XVIe siècle, les imprimeurs impriment des occasionnels. En latin, relationes. Le fait de relater quelque chose. Petit cahier qui recueille des événements jugés importants. En Italie, Venise, des gazzetta, la plus petite pièce de monnaie en circulation. Ce petit journal se payait une gazzetta. En français, gazette. En allemand, Zeitung. La foire du livre à Francfort a été au XVIe siècle. Les canards, ce sont des feuilles volantes avec des sujets plus populaires, des faits catastrophiques, criminels, ancêtres des journaux à faits divers. Les libelles, pamphlets, registres des écrits de combats belliqueux, ancêtres de la presse d'opinion, se développent au XVIe siècle à cause de toutes les querelles religieuses, aussi au XVIIe en France avec les tensions politiques et gouvernementales. Ce n'est pas encore comme la presse moderne, il y manque un élément important qui est la périodicité. Ça paraît quand ça paraît, quand les imprimeurs ont du temps libre pour les faire. Chapitre 2. La conquête de la périodicité, l'émergence du journalisme moderne. Le tout premier imprimé à caractère périodique était l'almanach, un calendrier qui était annuel. Le journal donne des faits, des prophéties, des recettes, une série d'enseignements sur la vie courante. Ils étaient répandus dans le monde et le plus vieux date de 1626. Almanach Vermeau, des gags, des calembours. En 1588, Cologne, une publication annuelle paraît sous le titre du Merirus Gallo Belsus, les nouvelles concernant la Belgique. Il s'agit d'un recueil qui réunit des feuilles volantes. Hermès, Mercure, dieu de la communication, messager des dieux, équivalent des anges. Jansenius, ancêtre du courrier international de la revue de presse, le premier mensuel à Augsbourg dans la presse européenne rédigé par Samuel Dilbaum en 1597, passage du rythme annuel à mensuel. En 1605, lancement d'un bimensuel, Nieuwe Tijdingen, les nouvelles d'Anvers, dans les deux langues. Le premier numéro de la Gazette de Renaudot, hebdomadaire, considéré comme le premier journal quotidien par Théophraste Renaudot. En France, phénomène du journal d'actualité et de concurrence entre les différents journaux. Théophraste Renaudot, prix que les journalistes donnent pendant le prix Goncourt, car il ne voulait pas attendre pendant la délibération du jury. 1926. Le premier à lancer un journal hebdomadaire, la Gazette, c'est le père fondateur du journal Gazette. Il était protestant, reconverti en catholique, médecin formé à Montpellier. Il va voyager aux Pays-Bas en 1618, liberté de penser en faveur du commerce, pour s'informer sur le titre journalistique qui se développe dans ces régions et le ramener en France. En 1628 à Paris, le bureau de centralisation des adresses fait son apparition. Le 30 mai 1631, lancement de la Gazette, qui comptait 4 pages, d'abord tirées en 1200 exemplaires, puis il y a eu 12 pages. Sous Louis XIII, au XVIIe siècle, la Gazette était placée sous le pouvoir. On ne peut pas publier sans l'accord du roi.
Il obtient l'autorisation, mais aussi le monopole des publications. La Gazette, c'est la voix du pouvoir. Jusqu'au XXe siècle, le seul élément de titrail était la mention dans la marge de la date, pas de titre. Le journal que l'on connaît est dû à une très grande période de changement. Les informations sont classées par leur ordre d'arrivée à l'imprimerie. Début d'anciennes nouvelles, fin, c'était les nouvelles. Succès rapide et voyant, augmentation du nombre de pages, changement physique du journal, titres, colonnes, décoration. En 1902, le journal va devenir quotidien. À côté de cette presse officielle, on voit apparaître une presse spécialisée, vulgarisation scientifique. En 1665, un journal de vulgarisation scientifique, le Journal des savants, a connu un très grand succès. Le Mercure galant, très populaire aussi. La muse historique Jean Loret publie un journal. Il écrit seul et en vers poésie. La naissance de la presse quotidienne de Daily Courant est le premier journal quotidien européen qui a été créé à Londres, en Angleterre, en 1702. Dans le domaine français, le Journal de Paris, en 1777 jusqu'en 1840, fait passer le cap de la quotidienneté. Au niveau des ventes, au tout début, donc en 1782, il y a eu 5000 ventes. En 1789, il y a eu 10 000 ventes. Signe que le peuple aime avoir des informations au jour le jour. Le rubriquage, classement des informations au début du journal. À la 4e page, pour les gros journaux de 4 pages, les annonces, publicités, les aspects pratiques. Le rythme du monde se modifie, modification de la temporalité. Nous avons une perception du monde assez rapide. On a un rapport au temps très différent de nos ancêtres. Avant, ils étaient plus attachés au cycle des saisons, aux phénomènes planétaires. Le rapport au temps est très différent entre une génération qui est nourrie par l'ère numérique et une génération nourrie à l'info par pied. La sociologie du temps, les médias jouent leur rôle comme appétit à chaque fois. Renouvelés pour savoir les informations bouleversements de l'effondrement de l'ancien régime, ils tentent d'établir une république. Transformation de l'espace, révolution du système métrique organisé sur un découpage réfléchi et scientifique a été établi sur le rayon de la planète, aussi pour les contenances, les poids. La Révolution française va faire une révolution également dans la presse, c'est une période de l'histoire. Edmund Burke, député conservateur britannique, monsieur, vous êtes le 4e pouvoir. La presse c'est haut, la presse est l'institution qui parle de toutes les autres institutions. Obélisque marque le lieu à Paris. Consulat. 1804 prend le titre et le pouvoir. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 26 août 1789, la libre communication de la pensée et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. La censure est à proscrire. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Responsabilité de ce qu'on énonce si cet énoncé enfreint une loi de Paris. La diffamation, l'insulter un chef de l'État, ne pas appeler au meurtre, c'est un état de censure. Une fois que l'article est publié, la responsabilité est celle de l'éditeur et locuteur. En janvier 1789, il se publiait à Paris 2 journaux quotidiens. Mais à la fin de 1789, il y a eu 25 journaux quotidiens. Entre 1789 et 1800, il se publie à Paris dans des registres de presse diffusés plus de 1500 journaux. Le calendrier de 12 mois, de 30 jours, 360 avec 3 décades. L'Ami du peuple, journal de Marat, un des révolutionnaires les plus radicaux. Jürgen Habermas, Düsseldorf, 1962, l'espace public. C'est un espace dans lequel se diffusent et se débattent les opinions. On débat publiquement des affaires publiques. Les bulletins d'information de Napoléon étaient des machines de guerre. La civilisation du journal. Progrès technique et industriel. Au XIXe siècle, on voit un changement au niveau du régime qui est plus diversifié. Le journal participe à une nouvelle forme de vie sociale, nouvelle société dont le journal a été pendant le seul média. Les facteurs politiques, socio-économiques et d'invention technique sont l'invention d'une production plus rapide et moins chère que le papier. Les facteurs politiques, c'est le siècle des révolutions. En 1748, le suffrage universel pour les hommes était élargi aux femmes en France en 1944. Le suffrage universel en Belgique pour les hommes est en 1920 et élargi aux femmes en 1948. Le prix des journaux va aller en diminuant, le coût de vente en fonction. La presse, au XVIIIe siècle, production du livre et du journal. Au XIXe siècle, exclusivement le journal. L'invention des papiers, au milieu du XIXe siècle, de plus en plus de papiers fabriqués à base de bois.
C'est une mauvaise qualité et se détruit facilement, donc une grande partie du patrimoine par écrit est menacée. On invente une encre nouvelle qui permet l'impression de presse rapide des journaux.